Jean-Louis Bouquet, qui s'appelait en fait Louis-Jean Bouquet, est né, je dirais, un tout petit peu avant la naissance du XXe siècle. Hein. Il est né en 1898 à Paris. Et bon, je dirais, je ne vais pas raconter sa jeunesse. Dans sa famille, c'était plutôt je dirais, des artisans, enfin bon, peu importe. Et très rapidement, c'est quelqu'un qui s'est intéressé au cinéma. Et il a abandonné un petit peu la succession de l'artisanat de son père. Et il est entré dans le monde du cinéma auprès de notamment, comment je dirais, Louis Nalpas et les, comment je pourrais lui dire, les premiers pionniers du cinéma qui notamment avaient leur studio à la Victorine à Nice. Il a d'abord proposé quelques scénarios qui n'ont pas été acceptés. Et puis, pendant ce temps, donc, il s'est mis à travailler, à s'intéresser je dirais, au fonctionnement du cinéma. Hein. Donc, il a participé, il a appris à monter un film, etc. Et puis, je dirais assez vite, il a d'abord participé on appellerait ça maintenant la novélisation de Serial de l'époque. D'abord avec André Dolé, donc, qui a été son collaborateur, et donc il a adapté, je dirais, plusieurs séries, comme ça se faisait à l'époque, des séries assez d'action qui arrivaient des États-Unis, hein, et donc il faisait d'abord la traduction des intertitres, et puis donc je dirais la novélisation sous forme de livres dans les revues à l'époque qui publiaient des romans-films. Donc au bout de quelques années, il a eu d'abord la chance de rencontrer certains réalisateurs de films qui lui ont fait confiance, notamment Luis Mora, qui lui a pris le scénario de La Cité foudroyée, qui est en quelque sorte l'histoire d'un espèce de fou qui veut détruire la ville de Paris. Pour l'époque, je dirais, les effets spéciaux étaient assez extraordinaires. Le final, pour quelqu'un de notre époque, est un peu décevant parce que il s'avère finalement que c'est à travers un rêve, etc. Enfin bon, je ne veux pas vous raconter le film, hein, mais le film a eu un certain succès. Et par la suite, Germaine Dulac, je le signale en 2 mots, qui a été une des rares réalisatrices de cinéma de l'époque et qui a d'ailleurs fondé les ciné-clubs. Germaine Dulac a adapté un autre de ses scénarios, Le Diable dans la ville, qui se passe au Moyen-Âge et donc sur le thème du fantastique. Le problème pour lui, c'est qu'à l'époque, il n'arrivait pas à faire adapter ses scénarios. En revanche, comme il était bien entré dans le monde du cinéma, et notamment grâce à Henri Fescourt, avec lequel il a écrit d'ailleurs un essai assez exceptionnel sur le monde du cinéma, et la façon dont, à l'époque du cinéma muet, on arrivait à faire passer, je dirais, l'écrit à travers simplement des images. Je vais prendre un exemple qui cite dans son roman, dans son essai L'idée et l'écran, où on a, je dirais, en Afrique, une caravane qui avance tranquillement et qui arrive vers un pont. Et puis, on a sur l'image suivante, enfin, les quelques images qui suivent, on a l'image d'un des piliers du pont où on voit des termites. Et bien, je veux dire, voilà, ces 2 images suffisent, il n'y a pas besoin de donner l'image suivante, on sait très bien que le pont va s'effondrer. Donc, à travers ces 2 images, et pour eux c'était un peu le cinéma total, à travers ces 2 images, donc il arrivait à faire, je dirais, passer toute une explication qu'il aurait peut-être fallu faire d'une autre manière. Donc, à partir des années 30, quand le parlant est arrivé, il a continué de collaborer, bien sûr, dans le monde du cinéma. Toujours, il a adapté encore une fois des films sous forme de romans, notamment un avec Charles Trenet, donc vous connaissez peut-être de nom, hein, et
je veux dire, toujours quand même avec une certaine déception de ne pas pouvoir faire adapter ses scénarios. Bon, il a réalisé à l'époque également quelques courts-métrages et même quelques longs-métrages. Je dirais que le cinéma français l'a un petit peu oublié, mais bon, encore une fois, je résume. Bon, la guerre est arrivée et le cinéma, évidemment, pendant la guerre, ça marchait moins bien. C'est là où il a commencé à écrire. Alors, un petit peu pour compléter, pour ces fins de mois, je dirais. Donc, il a écrit un premier roman, La Porte des Étoiles, qui n'est pas un roman de science-fiction, malgré le titre, mais qui est plus un roman, d'ailleurs, pour la jeunesse. Et puis, il a commencé d'écrire je dirais, des nouvelles dans des comment je pourrais vous dire, des hebdomadaires de l'époque, souvent des hebdomadaires féminins. Et en même temps, grâce à un éditeur du nord de la France, il a commencé de publier des romans policiers, dont certains ont été par la suite réédités, notamment dans la bibliothèque Marabout, qui n'existe plus, et grâce à Francis Lacassin, qui a été un de ses héritiers spirituels, si je puis dire. Jean-Louis Bouquet, je le précise, ne s'est jamais marié. J'ai cru comprendre à l'époque, quand je l'ai connu, qu'il avait été amoureux d'une des actrices de l'époque. Il n'avait jamais osé lui dire, et il est resté célibataire toute sa vie, avec cet amour, je dirais, au fond du cœur. Donc, la guerre terminée, il s'est quand même remis un petit peu dans le cinéma, toujours avec la même déception. Il a participé au scénario, par exemple, une ou deux adaptations de Fantomas, pas ceux avec Louis de Funès, je vous rassure, les Fantomas d'avant qui étaient plus près du roman et qui étaient assez noirs. Bon, à l'époque, il a dû connaître entre autres Marcel Alain, puisque moi j'ai eu la chance à une époque d'avoir des échanges épistolaires avec Marcel Alain. Et puis, au début des années 50, en gros, il en a eu marre du cinéma et il s'est mis à écrire des nouvelles, d'abord des nouvelles fantastiques, et des nouvelles fantastiques qui ont un intérêt particulier parce que il s'est beaucoup investi dans la recherche comment je pourrais vous dire, moi, en tout cas des textes de la Kabbale, par exemple. Et les titres des premières nouvelles fantastiques qu'il a écrites, Aluka ou La Comédie des Morts, Asmodali ou Pièce aux âmes, etc., donc font référence à des démons de la Kabbale. Le plus célèbre, évidemment, la plus célèbre de ces nouvelles, Aluka ou La Comédie des Morts, qui a été adaptée d'ailleurs ça fait maintenant pas mal d'années par la télévision. Cette nouvelle est remarquable à plus d'un titre, d'abord parce que quand Roger Caillois de l'Académie française a réalisé sa grande anthologie du fantastique mondial, dans le volume consacré à l'Europe, il y a quelques auteurs français, évidemment, genre Mérimée ou comment je dirais, Théophile Gautier ou autre, donc les maîtres du fantastique du 19e. Au niveau du XXe siècle, il n'y a pas grand monde, et je veux dire, il y a la nouvelle de Jean-Louis Bouquet, c'est pour vous dire l'importance que Caillois accordait donc à Jean-Louis Bouquet. Il a sorti donc à partir de là un premier recueil de nouvelles chez un éditeur, Robert Marin, qui s'appelait, je vais y arriver, le visage de feu, pardon. Et puis soutenu par Maurice Renaud, qui était l'éditeur de revues qui étaient célèbres à l'époque, comme Mystère Magazine, Fiction, Galaxy. Donc Maurice Renaud a publié un certain nombre de ces nouvelles. Alain Dorémieux, qui a pris ensuite, qui a pris en charge la rédaction, a continué de publier des nouvelles de Jean-Louis Bouquet. Par la suite, Robert Canters, qui a lancé la collection Présence du futur chez De Noël, a publié un recueil qui s'appelait Aux portes des ténèbres. Et puis, je dirais que on commençait à oublier Jean-Louis Bouquet. À l'époque, donc en 1960,
je dirais 63-64, à mon retour du régiment, puis si je puis dire, j'ai lancé un fanzine qui s'appelait Mercury, et puis avec deux collègues qui le réalisaient avec moi, on s'est dit, mais Jean-Louis Bouquet, on n'en parle plus, qu'est-ce qui se passe? Donc on lui a accordé un numéro spécial, en fait c'était 2 numéros, où on a publié sa biographie, sa filmographie, etc., sa biblio naturellement. On a republié donc Hanouka ou la Comédie des Morts et Laurine ou la Clé d'Argent, 2 nouvelles assez différentes, et puis quelques petites nouvelles qui étaient carrément inédites. Bon, par la suite, j'ai un petit peu perdu le contact avec lui, malheureusement, et très vite sa santé s'est dégradée vers la fin des années 70, début des années 80. Et je dirais que il était carrément dans la misère. Et lorsque donc Francis Lacassin et Roland Stragliati, qui étaient 2 amis à lui, ont essayé de le repêcher de du désastre de sa vie, si je puis dire. D'abord, d'une part, ils ont pu le faire admettre grâce je dirais, au monde du cinéma, dans une maison de retraite qui était donc, où il était en quelque sorte hébergé par le fonds qui permet aux acteurs donc de pouvoir finir leur vie. D'autre part, étant donné que tout son... D'abord, il a été, son appartement a été vidé, il a été, je dirais, éjecté, si je puis dire, excusez-moi du terme, et ça a été une course-poursuite pour Lacassin comme Stragliati pour récupérer les manuscrits, parce qu'il y en avait partout, ça partait à la poubelle, c'était une catastrophe. Hein. Et donc après, bon, Jean-Louis Bouquet est décédé, je dirais, pas dans de très bonnes conditions pour quelqu'un qui était quand même, je dirais, un personnage important, d'une part du monde du cinéma, parce qu'il en a été un des pionniers, et puis du monde de la littérature, surtout de la littérature fantastique. Et Francis Lacassin, à partir de là, a eu envie de republier ce qu'on connaissait de Jean-Louis Bouquet, et il avait l'intention de publier, je dirais, tous les textes inédits de lui. Parce que, je reviens un tout petit peu en arrière, l'éditeur qui lui a publié vers la fin de la guerre plusieurs séries de romans policiers, donc en avait retenu un certain nombre, mais à cause de la guerre, l'éditeur a été obligé de mettre la clé sous la porte, et il y a plein de manuscrits qui sont restés inédits. Et donc Francis Lacassin avait l'intention de les publier naturellement. Malheureusement, il est décédé. Il a pu en rééditer quelques-uns et un certain nombre de nouvelles comment je vous dirais, donc à la bibliothèque Marabout, et puis un autre volume également, là je ne sais plus l'éditeur, La Monde Noire, enfin bon, peu importe. Et puis c'en est resté là. Et grâce à mon ami Jérôme Beau qui dirige les éditions Armada, on s'est fait un peu un pari, essayer comment je dirais moi, d'éviter le naufrage d'un auteur qui, pour nous, représente quelque chose d'important. Toute son œuvre n'est pas évidemment d'une qualité égale, ça dépend à qui il s'adressait naturellement, mais donc on s'est dit on va essayer d'entreprendre d'abord la réédition de textes qui ont été édités dans des revues mais que personne n'a jamais lu depuis, et donc c'est quasiment de l'inédit. Et puis, si ça fonctionne bien, d'aller, puisque je dirais tout ce qu'il a écrit, tous les inédits ont été entreposés à Caen, dans une, comment je pourrais vous dire, une fondation en quelque sorte, qui essaie de sauvegarder les manuscrits des auteurs, etc. Donc, si on commence la publication, on pourra peut-être obtenir l'autorisation de consulter les manuscrits et de les publier. Voilà. Donc, mais je peux peut-être laisser parler quand même à mon collègue à propos donc du premier volume et de ceux qu'on envisage de faire suivre. Sinon, on parle bien.
Voilà, donc en fait, je ne sais pas trop quoi dire, parce que c'est vrai que Jean-Louis Bouquet, c'est pas un écrivain que je connais énormément, je le connaissais de nom, évidemment, et c'est Jean-Pierre qui m'a proposé au moment cette idée, cette envie de le refaire connaître. Et c'est vrai que dès que j'ai lu ces textes, j'étais emballé. Dans beaucoup de ces textes, Jean-Louis Bouquet est un peu à la limite des genres. C'est à la fois du policier, avec une pointe de fantastique, et puis un peu une partie, on va dire, étude de mœurs de l'époque, et ça fait un mélange qui est assez, voilà, on va dire original. Ça se cumule avec son style d'écriture qui est très bon, et on arrive à avoir des textes qui sont, on va dire, inclassables. Qui font, voilà. Ça me fait penser un peu dans un autre domaine, un autre auteur, malheureusement trop peu connu, qui est Jacques Boireau, qui était pareil un auteur trop SF pour la littérature générale et trop littérature générale pour la SF. Et Jean-Luc Bouquet, pour moi, il est un peu dans ce domaine-là. C'est un texte qui, à mon avis, peut plaire un très grand nombre. Les amateurs de fantastique vont s'y retrouver. Ceux qui n'aiment pas le fantastique vont s'y retrouver aussi, parce que c'est vraiment une voie à part. Donc on a décidé de commencer cette intégrale par les mémoires d'une voyante, qui était paru un épisode dans les années 60 de mémoire dans un hebdomadaire, et qui n'avait pas été réédité depuis, à part, je crois, une nouvelle ou deux que tu avais republiées dans... Mais disons, en gros, c'est complètement inédit. Hein. Voilà. Alors, que je précise quand même, c'est grâce à Maurice Renaud, d'ailleurs, qu'il a écrit les mémoires d'une voyante. En fait, c'est peut-être un peu anecdotique. Maurice Renaud, évidemment, qui était un ami de Jean-Louis Bouquet, avait bien compris que les recueils de nouvelles fantastiques n'allaient pas vraiment lui rapporter beaucoup d'argent et lui permettre de vivre ou de survivre. Et il l'a fait rencontrer le directeur de la revue qui s'appelait Nous Deux. Et c'était une revue évidemment féminine. Mais dans les tirages, c'était considérable, hein, c'était du tout 300 000 exemplaires, hein, voilà. Et donc Jean-Louis Bouquet a eu l'idée de raconter une série d'histoires dont l'héroïne était une voyante. Et donc bien sûr, je ne vous raconte pas les récits qui sont dans le volume ici, mais ce qui s'est passé très vite, c'est que les lectrices de Nous Deux, elles étaient complètement subjuguées par la capacité de voyance et de dénouement, d'intrigue, etc. de cette personne. Et la rédaction a reçu des quantités de lettres de personnes qui voulaient savoir qui était cette voyante, est-ce qu'on pouvait la consulter, etc. Voilà. Donc, Jean-Louis Bouquet a écrit une dizaine de nouvelles avant de clore. Et l'idée qu'on a eue, c'était de les réunir en volume, puisque ça n'avait jamais été fait, et actuellement les revues sont complètement introuvables. Hein. Donc voilà, nous avons réussi à les trouver et donc à réunir ces nouvelles dans ce premier volume. Et puis, si les lecteurs le veulent bien, on essaiera de continuer. On a réussi, par exemple, à réunir ce que Lacassin a appelé des drames de poche, parce que Jean-Louis Bouquet a écrit beaucoup dans des journaux comme l'Aurore, à l'époque où on prenait des nouvelles, le quotidien du centre, etc. etc. Et je dirais, à 98%, on a réussi à retrouver tous ces textes. Et là aussi, ça fera peut-être l'objet d'un volume, alors je ne dis pas encore lequel, je ne sais pas, on va étudier ce qu'on va publier par la suite, mais
Alors là, ce sont, comme a dit très bien d'ailleurs mon voisin, ce sont, je dirais, à la limite des drames presque quotidiens qui peuvent arriver à tout le monde. Alors c'est vrai que c'est plutôt un milieu, je dirais, presque un peu bourgeois, enfin je me comprends, hein, ce qui est dans le fond logique, parce que souvent ça se passe dans des familles relativement aisées, mais où il y a toujours les choses sont jamais heureuses. Et c'était un très bon observateur de la vie quotidienne, et je pense qu'il l'a très bien exprimé dans ces textes-là. Une dernière chose à propos du style de Bouquet, notamment sur les nouvelles fantastiques, je dois vous dire que j'écris un petit peu moi aussi, hein. Mais quand j'ai découvert surtout à Luca et les autres nouvelles qu'il a écrites, comme Les Pénitentes de la Merci ou autre, je vous dirais que pendant plus d'1 an, je me suis trouvé dans l'incapacité d'écrire, parce que la qualité d'écriture de Jean-Louis Bouquet, c'est assez exceptionnel. Il a une écriture, je dirais, c'était vraiment un perfectionniste. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous savez, on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, moi je vous invite à le découvrir. C'est vraiment un auteur assez extraordinaire, et à la limite, un peu comme les grands fantastiqueurs du 19e ou du 20e, au 20e par exemple, que ça soit Jean Rey et quelques autres, je veux dire que lui aussi, il ne mérite pas de tomber dans l'oubli. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, il est né à une époque où en fait il y avait énormément de choses qui... Oui, effectivement, parce qu'il est né en fait à une époque, il a couvert une époque, que ce soit dans le cinéma comme dans ses romans, une époque où le fantastique se lançait bien plus et était encore beaucoup plus artisanal que maintenant. Bon, je ne critique pas du tout le fantastique aujourd'hui parce que j'adore de toute façon, mais c'est plus du fantastique classique, ancien, dans l'angoisse, et en plus je trouve qu'il a une vie assez artistique en fait. Voilà, oui. Donc ça a dû certainement nourrir son œuvre, et moi ce que j'aimerais savoir c'est quelle influence il a pu avoir éventuellement sur d'autres auteurs à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut le voir ou pas, parce qu'il a été oublié en fait. Oui, alors d'abord d'une part pour compléter ce que vous dites, qui est tout à fait pertinent, la première c'est que à l'époque où il a commencé d'écrire, je dirais le fantastique était quelque chose presque de quotidien. Il ne faut pas oublier, si on pense par exemple à... alors je vais y arriver... des auteurs anglais comme Conan Doyle par exemple, qui croyaient parfaitement aux revenants, etc. On était pendant toute cette période, jusqu'à la dernière guerre, le fantastique, je dirais que tout le monde y croyait, quoi, les fantômes, etc. Bon, je n'irai pas jusqu'au vampire, il ne faut pas peut-être aller jusque-là, mais ça faisait partie du quotidien. Et en plus, donc pour en revenir à ses débuts, et je dirais toute la première moitié de sa carrière, c'était le cinéma, c'était vraiment une découverte. Et c'est le cas de dire, il l'a vu naître, presque. Il y a participé, il a essayé d'apporter sa pierre. Comme je vous ai dit, il a écrit avec Henri Fescourt un essai qui est magnifique pour l'époque du cinéma muet, naturellement, l'idée et l'écran. Il a également participé à d'autres ouvrages, je dirais par la suite, dans le monde du cinéma. Mais si vous voulez, c'est un personnage qui est vraiment presque à l'origine du monde moderne dans une certaine mesure, et je crois alors, il y a une écriture qui est peut-être plus proche des auteurs du 19e, hein, mais avec évidemment un décor ou un décorum qui lui appartient bien sûr à son époque. Voilà, enfin moi je suis convaincu. Oui, j'espère bien. Voilà, alors ce premier recueil, évidemment, et plus qu'évidemment ces recueils de nouvelles fantastiques s'adressent plus à un public plus large. Ça a été fait exprès, hein, puis c'est ce que je le dis tout à l'heure, vu le lectorat, vu là où ça a été publié, mais il y a toujours cette écriture de Jean-Louis Bouquet, puis cette étude des personnages, etc., qui me semble, je dirais, passionnante finalement. Voilà.